55, c'est le numéro de cet épisode, ce nouvel épisode des Technos. C'est un petit numéro que nous vous proposons cette semaine, actualité oblige, vous l'avez sans doute remarqué, le principal de nos préoccupations ne se tournait pas nécessairement vers le domaine technologique et toutes ces choses très dispensables finalement au regard donc de cette actualité brûlante. Malgré tout, on a épinglé 2-3 petites choses sympathiques, en tout cas, nos amis ont épinglé 2-3 petites choses sympas, comme par exemple... Xavier, le retour. Salut Xavier. Et puis également de ce côté-ci, nous avons Sébastien qui a également épinglé 2-3 petites choses sympathiques. Avant toute chose, on démarre avec le courrier des lecteurs, mais on n'ira pas au bout de l'idée parce que ça méritera prochainement un hors-série. Ça concerne l'utilisation d'un réseau. C'est comment s'appelle-t-il j'ai oublié son prénom. Primo, c'est ça. Qui nous a envoyé un message. J'utilise un réseau Wi-Fi constitué d'un routeur Wi-Fi et d'un modem. Le modem a plus ou moins 7 ans et le routeur a plus ou moins 5 ans. C'est une collection en fait, c'est amusé. J'ai de plus en plus d'appareils connectés, ça c'est assez normal, hein, c'est de plus en plus le cas, effectivement. 3 laptops, 2 iPads, un Netatmo, une télé connectée, 4 enceintes Wi-Fi, des mobiles, etc. Et j'en passe, ce qui est assez logique évidemment, surtout en Wi-Fi, on a de plus en plus d'appareils connectés, il faut bien le reconnaître. J'observe que mon réseau est parfois lent, voire pas de connexion par instant, et même si des appareils ne sont pas utilisés. Donc voici sa question, existe-t-il une ou des applications qui permettent d'évaluer un réseau, tester quelles machines sont actives, le flux utilisé par chaque appareil, etc. Sa connexion est peut-être obsolète, hein, son routeur, son modem, il l'a dit, sont plutôt anciens, trop vieux, est-ce qu'il devrait changer de modem, de routeur, etc. Enfin voilà, de manière générale, comment peut-on optimiser un réseau Wi-Fi? La question est longue, la réponse peut l'être aussi, et donc on va faire une toute petite réponse et se reporter à un hors-série à venir d'ici une semaine ou deux. Je vais peut-être donner la parole à Sébastien dans un premier temps, parce qu'il y avait en plus une sous-question qui lui était directement adressée. Sébastien, qui semble avoir énormément d'appareils à la maison, je confirme. Comment ça marche chez lui? Comment ça marche chez toi, Seb? Bien. Bien, mais pour une bonne raison, oui. Parce que la plupart des périphériques auxquels il fait mention, c'est-à-dire des Netatmo, des télés, des enceintes, etc., j'ai tout câblé. D'accord. Et donc, comme tout est câblé, y compris mes caméras sans fil, elles ont à chaque fois une entrée Ethernet, et pour les caméras sans fil, elles sont toutes en CPL. Le CPL a un très mauvais débit, mais pour les caméras sans fil, c'est très suffisant. Ouais. Donc, en fait, quasi tout ce qui peut l'être est câblé. Donc, ça me permet de garder mon Wi-Fi pour ce qui reste, c'est-à-dire de temps en temps mon laptop et mon GSM. Quasi tout le reste est connecté. Ouais. Ceci dit, c'est vrai qu'on a de plus en plus de devices mobiles, hein, tablettes. Là, par contre, pas possible de câbler, hein, soyons clairs. Donc, si on a une famille nombreuse avec un iPad par personne et un smartphone par personne, ça peut très vite monter à, allez, on va dire 6-7 appareils qui, eux, ne peuvent pas être connectés via des câbles, quoi. Non, mais là, t'as pas besoin non plus d'une bande passante monstrueuse. Donc là, c'est largement suffisant. Mais c'est pas vrai, des tablettes, on peut les connecter. J'ai des tablettes avec des ports micro USB. Ouais. Et tu peux mettre de l'Ethernet sur des micro USB, sur de l'Android. Même sur l'iPad, il y a eu des tentatives c'est plus difficile, mais il y a une possibilité. Mais bon, là, c'est clair que c'est pas le but du device. Enfin bon, ton conseil, en tout cas, dans un premier temps, et comme je le disais, on parlera d'applications, on parlera de façon de faire avec Xavier prochainement. Mais dans ton premier temps, câblons ce qui est possible de câbler. En gros, c'est ça que tu nous dis. Le plus possible. Le plus possible. On passe par un petit hub, enfin un petit... comment on appelle ça encore? Un petit switch. Un petit switch, ça coûte pas cher en plus. Si effectivement on ne sait pas tirer les câbles dans toute la maison, il faut essayer avec du CPL pour voir jusqu'où on va. Ça dépend des débits qui sont nécessaires. J'ai pas besoin d'une télé connectée. Enfin, bon, ça dépend ce qu'on va utiliser sur la télé, mais qui tire avec un débit du gigabit. Donc on s'en fout probablement pour ce qu'on en a besoin. Pareil pour les caméras, pour le Netatmo, une petite connexion suffit, donc on s'en fout. Mais au moins avec le câble, on a la certitude que ce sera stable. C'est surtout de la stabilité dont on a besoin dans ce cas-là, en fait. Hein. Ok, je pense que sans avoir fait pour le coup le tour de la question,
émission. On y reviendra dans un hors-série très prochainement. Primo sera au rendez-vous et vous aussi, on l'espère. On passe donc à notre ABCDR hebdomadaire. Dans cet épisode 55, on commence avec la lettre A, comme on a l'habitude de faire. A comme A. Seb. Il y avait des mots plus durs, j'aurais pas envie spécialement de sortir là-dessus, quoi. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'était juste pour faire l'intro là-dessus. Il y a eu, et même dans les news technologiques, on en a parlé sur plein de sites, on a fait plein de trucs, donc j'avais pas envie de rentrer dans tous ces débats, parce que je pense pas que c'est le but de ce podcast. Non. Je voulais juste en épingler un qui m'avait quand même fait réagir et dont on a très peu parlé. C'est le russe, alors comment s'appelle encore Pavel Durov, qui est en fait un des financiers et qui est aussi donc un des gars à la source de la société Telegram. Telegram, c'est une application qui crypte vos messages pour faire vos discussions sur Android, sur machin. Donc on voit tout de suite l'utilité qui peut en être faite, aussi bien par quelqu'un honnête, mais malhonnête ici dans le cas des attentats, mal intentionné dans le cas d'attentat. Et la réaction de la personne qui a créé cette application, donc Pavel Durov, n'a pas été forcément extrêmement positive dans le truc. Parce que pour lui, on résume, et je pense que je n'irai que ça, pour lui c'est la faute de Paris à cause de toutes leurs taxes, en gros. Donc je trouve que c'était tellement surréaliste que voilà. C'était en réaction à l'emporte-pièce de la part du gars et pour défendre son application Telegram. Je tiens à signaler quand même au passage qu'il a fermé les comptes des comptes djihadistes présumés depuis peu avant cet enregistrement. D'ailleurs, l'information est tombée. Donc il a quand même plié. Je pense que en plus avec ce qui se passe par rapport à la Russie, etc., il a eu quelques pressions, je pense, de son côté. Mais bon, voilà. On va pas en faire des tonnes non plus sur ce sujet-là, parce qu'il y a d'autres choses à débattre, et comme tu le disais très bien, on a d'autres chats à fouetter dans ce podcast, chacun a un peu son rôle, effectivement. On passe à la lettre B. B comme business. Seb, je vais te repasser la parole pour parler de IPO chez Match. Ouais. Alors tu te dis Match Paris Match? Non, pas Paris Match. Match, les magasins Match. Match les magasins, parce que je sais pas si ça existe en France, mais nous, les trucs, c'est grande surface, genre Carrefour et compagnie, mais non, c'est pas eux non plus. Ah bon? On n'en aurait pas parlé en ligne. Non, Match, si je te parle de OkCupid, de Mythic, de Tout, de Tinder. Ah, Tinder, ça parle aux gens, ça, normalement. Voilà, Mythic aussi, je pense. En France, aussi, c'est pas mal utilisé. C'est eux qui sont à la base. C'est eux qui possèdent toutes ces applications. Donc, faut pas croire que vous allez donner des sous à des sociétés différentes. Tout est à Match. En tout cas, dans la plupart des trucs dans les rencontres. Et c'est juste que ils rentrent en bourse. Donc voilà, si vous avez envie de mettre des sous dans Tinder, mais pouvoir en récupérer plutôt que d'avoir juste perdu vos sous, vous pourrez. C'est en bourse, c'est dans le Nasdaq. Ouais. Et si vous voulez, il y a une autre IPO qui est en train de se faire dans les prochains jours. C'est une de Square. Donc Square, c'est le truc de paiement qui est essentiellement américain pour le moment, avec le petit device, j'aurais pu vous en retrouver un d'ailleurs, j'avais été chez eux il y a quelques années, et qu'on met dans l'iPad sur le port audio et on passe la carte en swipe. Donc c'est un truc qui évidemment est très américain, parce que le swipe, utiliser la piste magnétique, ça se fait uniquement aux États-Unis. Chez nous, ça ne se fait plus. Et donc lui aussi rentre en bourse, et c'est donc pour le moment les deux licornes pour lesquelles on est en train de beaucoup discuter sur le web, sauf qu'il y a beaucoup de critiques sur les gars de chez Match, c'est celui-là que j'ai épinglé justement, parce que au moment où ils font leur IPO, ils ont commencé à faire plein d'annonces sur leur site et plein de déclarations publiques, ce qui ne plaît pas à tout le monde, puisqu'on dit, le gendarme de la bourse dit, je ne suis pas très sûr que ça va tellement bien avec l'IPO. Donc ils sont déjà en train de se planter au lancement même de leur IPO. Oui. Bon, ok. Voilà. Peut-être une affaire à suivre au chapitre business, à l'occasion. On passe à la lettre D. D comme drone. Je profite de la présence de Xavier, parce que Xavier, c'est sa marotte. C'est son nouveau, ses nouveaux jouets. Ce sont les drones. Xavier, on a des informations concernant Parrot. C'est vrai que Parrot, ça a été le premier drone grand public, un peu frigolite, mais qui était tellement impressionnant finalement. C'est vrai, c'est le premier contact qu'on a eu avec ces appareils.
Parrot qui est toujours au devant de la scène manifestement avec différents modèles. Effectivement, donc Parrot ne fait pas que des car kits. Ils ont fait un des premiers drones jouets qui était pilotable depuis un smartphone. Ils ont réitéré l'exploit avec un Parrot Bebop version 1 qui a pas mal marché. Il a fait un peu moins parler de lui, mais il était quand même déjà pas mal. Et ils viennent d'annoncer en tout cas un nouveau modèle, le Bebop 2, qui sera toujours pilotable depuis un smartphone, mais pas seulement, puisqu'ils ont sorti une console, une télécommande qui va permettre de le piloter aussi avec des fonctionnalités un peu plus avancées. En Wi-Fi ou via... En Wi-Fi, tout à fait, en Wi-Fi. Donc la portée est de quelques centaines de mètres, mais avec la télécommande plus poussée, on peut atteindre 2 km. Ah oui, quand même. Et ils ont travaillé sur cette version-là principalement pour améliorer l'autonomie et la vitesse de pointe. Donc l'autonomie a été doublée, elle passe d'environ 12 à 25 minutes, et la vitesse, elle, passe de 40 km/h à plus ou moins 60 km/h. Il y a une caméra fisheye dessus, donc les gens qui veulent prendre des images avec vont pouvoir le faire avec un capteur de 14 mégapixels qui est stabilisé de manière logicielle. Cette fois-ci, c'est pas un matériel qu'on trouve sur certains autres drones. Et il y a une mémoire flash intégrée de 8 Go. Donc c'est un bel appareil. Le prix qu'on peut espérer, ce sera entre 500 et 600 euros. Quand même, et ça devrait arriver en Europe d'ici décembre. Il y a des concurrents sur ce modèle-là, sur ce type d'appareil-là Alors, il y a pas mal de concurrents, mais j'ai l'impression, moi, que Parrot c'est plus spécialisé dans le drone pour les particuliers, pour le ça reste un peu cher, c'est un jouet un peu coûteux, mais ça reste quand même accessible pour le passionné. C'est vraiment la personne qui veut pas commencer à souder des petites choses et faire son drone elle-même. Mais il y a des marques comme DJI qui sont très Phantom connues, aussi. par exemple, tout à fait, qui sont des concurrents plus sérieux et qui atteignent parfois des gammes là, très professionnelles où on atteint des budgets parfois même de 4000 euros. Mais ici, ils font un peu coup double dans le sens où ils font à la fois caméra et à la fois drone. Tout à fait. Donc c'est vraiment une solution tout en un pour les personnes qui veulent commencer à filmer un petit peu, à prendre des prises de vue. Ça fait l'économie d'une GoPro. Oui, tout à fait. C'est embarqué. Seb avait un truc à dire. Non, j'ai une question. Du coup, évidemment, vu la vitesse, vu la portée, etc., on a besoin d'un permis. Alors, Belgique. On avait déjà parlé du permis. Oui, on en avait parlé. Alors, j'ai pas de données sur le poids. Donc, pour rappel, il fallait un drone qui fasse moins d'1 kilo. Et on pouvait atteindre une altitude de 10 mètres, si je me souviens bien. Et il faut garder l'objet à portée de vue. Donc, on peut faire la même chose avec ça. Maintenant, j'ai pas les données du poids de l'appareil, mais étant donné que tout est intégré, ça devrait pas être trop lourd. Mais bon, effectivement, en Belgique, il y a une législation qui va rentrer en vigueur bientôt. Donc, elle est pas encore. C'est pas encore. Non, c'est interdit. Donc pour l'instant. Pour le moment, il y a un vide juridique un petit peu là-dessus. Ce qu'on sait, c'est qu'il faut pas les jouer près des aéroports et qu'il faut respecter la vie privée, surtout s'il y a une caméra embarquée, quoi. Effectivement. Donc, c'est le deuxième du nom, en fait. Ou le premier, c'est le... Alors, celui-ci, c'est le deuxième du nom. Le Bebop, deuxième du nom. Ah, ok. Parce que le premier, apparemment, faisait 400 grammes. Donc là, ça ne devait pas être un problème. Voilà. Non, ici, mais en termes de portée, il faut faire attention. Donc, l'altitude, etc. En Belgique, maintenant, ils ont annoncé l'appareil aux États-Unis. Alors que Parrot est très défend beaucoup le marché français. Ils ont fait l'annonce aux États-Unis. En France, c'est passé un peu inaperçu, mais voilà. Ok, bah voilà, déjà une belle annonce. Il me semble que David, dans ce podcast, l'avait déjà préannoncé le 1 il y a très très longtemps de ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est en pleine évolution. On reste chez Parrot et on reste chez toi, Xavier, parce que c'est pas le seul exemple et il y a moyen de s'en sortir avec des plus petites sommes, on va dire, et pour des trucs vraiment rigolos. Effectivement. Donc là, je suis tombé dessus un peu par hasard, justement en regardant l'autre news. Et vous avez peut-être vu il y a quelques temps sur Kickstarter un projet avec un avion en papier motorisé était télécommandé. Je trouvais ça assez marrant pour un budget qui est vraiment dérisoire. La feuille. Voilà, vous faites votre avion et puis vous mettez un petit moteur avec une hélice dessus et vous le pilotez depuis votre smartphone. Alors, la société qui a fait ça, et le projet s'appelle Power Up, c'est associé à Parrot. Ils ont embarqué une caméra et donc maintenant on va pouvoir faire voler son avion en papier avec une caméra embarquée et donc avoir une vue à la première personne, comme si on était dans l'avion et piloter son petit avion en papier avec
avec un smartphone. On va avoir le mal Alors, de l'air. Hein. ce qui est, ils ont, là où Parrot est intervenu, donc c'est au niveau de la caméra, ils ont fait une caméra qui est mobile et donc avec, par exemple, ici on voit sur l'image, pour ceux qui regardent, il y a un cardboard, donc un casque de réalité virtuelle et on va pouvoir regarder autour de l'avion comme si on était dedans et la caméra va se déplacer et changer l'axe de vue. Donc c'est quand même assez sympa pour un petit appareil qui est pour le moment sur Kickstarter et les budgets, ça varie entre... Allez, c'est à partir de 150, 160 $, entre 160 et 200 $ si le cardboard est fourni avec. Donc c'est... Voilà, pour le fun que ça apporte et la technologie qui est quand même déjà embarquée, je trouve que c'est raisonnable, en tout cas sur Kickstarter. Typiquement, on vole pas dehors avec ça, c'est plutôt pour l'intérieur. Si. Donc, un coup de vent et... évidemment, il faut voler quand il n'y a pas de vent, mais tu peux voler avec à l'extérieur. Quoi. Seb oui, je pensais à la même chose que toi. Si tu joues à l'extérieur, il est tombé sur le toit. Tu vas aller le chercher avec l'échelle. Oui, mais il est pilotable, hein, à la différence des autres avions en papier. Donc, après, il faut s'entraîner un petit peu, mais... c'est un jouet que tu peux vite perdre à 200 €. Quoi. Effectivement, il faut faire attention. C'est pour ça que je le verrais plus utilisé dans une grande salle ou une salle de gym, une salle de fête. Au boulot, dans les pays âgés, dans les espaces de coworking. Quoi. C'est là que c'est plus rigolo, en fait, hein, parce que... si t'as de jolis collègues, oui. Par exemple, tu peux espionner tes collègues aussi. Enfin, voilà, c'est un jouet rigolo, une fois de plus, pas signé Parrot pour le coup, mais ils sont support, ils sont partenaires, en association sur ce projet Kickstarter qui est financé là ou pas c'est en cours, hein, donc c'est en cours de financement. Il y a encore 50 jours. Mais ils ont déjà largement dépassé le goal. Ils avaient un objectif de 100 000 $ et ils sont à l'heure, au moment où on vous parle, ils sont à 254 000 $. Donc ils vont le faire. Ils vont le faire. Chouette, cool, rigolo. On passe à la lettre H. H comme hardware et je vais repasser la parole à Sébastien pour parler d'un distributeur de cigarettes, mais c'est pas bien. Non, je sais. Alors, je voulais juste d'abord ressortir un chiffre, parce que vous savez qu'en Europe, on a 700 000 morts par an du tabac. Donc c'est quand même pas mal, quoi. C'est quand même pas mal. Enfin, c'est pas mal. On peut faire mieux. Et c'est une start-up française qui a décidé de faire un truc, parce que on a des anciens fumeurs, hein, n'est-ce pas, ici, quelques-uns, quelques qui fument encore, d'autres qui essayent d'arrêter. D'autres qui ont arrêté. Oui. Non, je disais que j'ai arrêté. Oui, bien sûr, félicitations, justement. Et c'est pas, tu le sais pour l'avoir arrêté, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Non. Et parfois, tu te dis, je vais commencer par diminuer avant d'arrêter complètement en prenant patch, que sais-je, n'importe. Et ici, la petite boîte française se dit, oui, c'est bien de dire que tu vas diminuer, mais généralement, t'as du mal à le faire. Et donc, partie de ce concept, ils se disent, de ce constat, ils se disent, ok, on va prendre un petit boîtier en aluminium, tu mettras tes cigarettes le matin dedans, 20, tu le connectes à ton application, et quand tu auras défini ta limite, eh bien, il t'en sortira une par heure, ou une toutes les 2 heures, que sais-je, et au fur et à mesure, il va augmenter le temps, et tu n'auras pour, après quelques semaines, plus que t'as 1, 2, 3 cigarettes sur ta journée, jusqu'à ce que tu puisses arrêter. Le truc est sécurisé, donc tu sais pas quand c'est mis, après c'est dedans, c'est cuit, tu as plus tes cigarettes, et tu as une empreinte, un lecteur d'empreinte dessus, donc il n'est pas non plus question que quelqu'un d'autre te sorte une cigarette à la place. Donc, alors c'est pas encore en vente, mais je trouvais l'idée qui était pas mal pour une fois essayer d'apporter de la techno pour aider les gens à arrêter de fumer, parce que c'est pas facile. C'est pas tout à fait neuf comme concept, sans vouloir te casser ton cours. Non, parce que je me rappelle qu'il y a très longtemps, il y avait quelqu'un qui avait fabriqué une petite boîte avec c'était juste un temporisateur en fait, hein, qui séquentiellement ouvrait une trappe et permettait d'aller shipper la cigarette, même si on n'en voulait pas. Mais voilà, sur le concept, sur le principe, c'est un peu comme la boîte à frolic pour le toutou quand on part en vacances. C'est comme la boîte à frolic. Tu attends que la boîte s'ouvre pour avoir ta cigarette. Puis, c'est l'heure. C'est Pavlov à mort. Mais sauf ici, effectivement, tu peux te mettre ton... Enfin, je suppose que l'application, elle n'est pas encore disponible, donc je suppose que l'application pourra te mettre comme quand tu fais ton sport, des goals après quelques semaines pour réduire jour par jour, sans que tu te casses la tête à aller à chaque fois dire sur une petite molette, demain j'en ai droit qu'à 19. Alors, on va pas rentrer dans le débat, est-ce que c'est la bonne solution pour arrêter de fumer, est-ce que c'est la meilleure méthode, machin, etc. C'est une méthode parmi d'autres. Moi, celle-là, elle ne m'aurait pas réussi, j'ai arrêté d'un coup sec
voilà, d'autres ont besoin de se sevrer progressivement, entre guillemets. Donc voilà, chacun voit comme il peut. L'important, c'est d'arriver à son but, c'est-à-dire ne plus fumer, ne plus avoir cette saloperie dans les poumons. Ça on en parle de sujets graves et moisis. Voilà, c'est vraiment super cette semaine. Donc voilà, on a fait le tour de cette question-là. Ouais. Je suis toujours à la lettre H comme hardware, j'ai perdu le fil. Je vais passer la parole à Xavier qui va nous parler de TomTom. Xavier, TomTom est une montre pour golfeurs. Voilà, c'est un petit peu brièvement, on parle beaucoup de smartwatch dans les technos, et TomTom s'est lancé dans les smartwatches pour les golfeurs. Donc c'est une montre avec un GPS embarqué qui contient des données pour 34 000 parcours de golf et qui va vous aider à améliorer votre niveau en vous donnant les distances précises entre les obstacles, choisir le bon parcours et les distances pour les greens, etc. Donc vous allez avoir une autonomie de 10 heures en mode GPS, donc ça permet de faire déjà un petit parcours de golf sympa. Et la montre est vendue aux alentours de 250 €. Il y a deux versions, il y a une version premium qui est un peu plus sympa avec un marqueur de balle fourni et qui a une attache qui permet de le placer sur le caddie. Mais voilà, donc c'est un objet qui peut intéresser les golfeurs techno. Comme toi, par exemple. Il aime bien les sports un peu de riches. Celui-ci est un technophile. Alors moi, je ne joue pas au golf, malheureusement. Non, pas encore. La technologie s'installe un petit peu partout. On avait déjà parlé du GPS pour vélo qui était sur Kickstarter et qui n'a pas plu à tout le monde, mais qui permettait de s'orienter sans devoir lire une carte nécessairement avec des couleurs, avec des lettres, etc. Ici, c'est une montre pour golfeur. Le golfeur a tout son temps. Hein. Il a le temps de regarder sa montre. L'info que j'ai recherchée, c'est j'ai l'impression que ça utilise la même technologie que la montre, la Pebble, donc la e-ink, mais j'ai pas pu le confirmer. D'accord. Donc si quelqu'un a l'info, voilà. Ok, finalement c'est toujours qu'une montre connectée avec différentes fonctionnalités et un soft spécifique pour l'usage dont on veut. Voilà. Hein, on passe à la lettre M, peut-être. M comme Microsoft. Microsoft qui laisse tomber Windows 10 sur Galileo. Ouais, ce n'est pas un satellite, Galileo. Non. Galileo, tu l'allumes ? On a des amis qui nous parlent. Et donc, c'était le bruit du satellite. Oui. Et donc, Galileo, c'est, si tu te souviens, un truc comme l'Arduino, un petit board, avec un chipset Intel. Ouais. Pour pouvoir faire vos développements embarqués, des protoboards, des trucs assez fun, et qui d'ailleurs, si je ne m'abuse, était compatible avec certains shields Arduino justement. Oui. Et donc avec de l'Ethernet, de l'USB, enfin ces trucs sont assez géniaux pour ceux qui savent bricoler et développer. Et l'année passée, Microsoft avait décidé de sortir un Windows 10 IoT Core qui donc était à base de Windows 10, mais sur lequel on n'avait plus aucune interface graphique. Il y avait juste un truc qui bootait et qui disait bienvenue, tu es sur Windows 10, tu peux faire tourner ton truc en console. En gros, schématise, mais c'était quand même assez limité. Limité graphiquement, je veux dire, parce que c'est pas le but de ces cartes, quoi. Et Microsoft a décidé qu'à partir du 30 novembre, c'était fini de Galileo et de lui, parce qu'ils considèrent que cette plateforme en particulier de chez Intel ne satisfait pas au minimum des desiderata et des besoins de Windows 10 pour fonctionner. Donc l'histoire d'amour après un an se termine entre ces deux plateformes. C'est bizarre. Est-ce que c'est pas un semblant de désaveu par rapport à ce qui avait été dit, enfin par rapport au cahier des charges initial où ils avaient quand même annoncé que Windows 10 existerait dans pas des versions, mais des déclinaisons pouvant fonctionner sur à peu près n'importe quoi. Oui et non, parce que c'est étrange, parce qu'en même temps qu'ils annoncent l'abandon sur le Galileo, ils disent qu'ils continuent à supporter le Raspberry Pi 2 puis une autre plateforme d'Intel qui était le Mineoboard Max et un autre truc de chez Qualcomm. Donc ils continuent à en supporter quelques-uns. Oui. Mais celui-là, je ne sais pas pourquoi, ils décident, non, finalement, on arrête, on coupe les ponts avec celui-là. Ouais. Ça ne représente pas non plus, on ne parle pas de milliards de développeurs qui sont sur ces protoboards, mais pour ceux qui travaillent là-dessus, c'est évidemment... Un peu dommage, effectivement. Est-ce que ça pourrait être dû au fait que c'est un chipset un petit peu particulier qui nécessite un peu de développement de leur côté, qu'ils n'en voient pas vraiment un intérêt économique florissant, quoi ?
Mais de la part de Microsoft, non, je ne pense pas qu'il y ait justement un besoin monstrueux en développement, parce que Intel, lui, reste sur du x86, donc au contraire, ça aurait été plus facile pour Microsoft de continuer à supporter tout ce qui était Intel, parce que Intel ne fait pas majoritairement pas d'ARM. Marc pourrait me contredire si c'était le cas. Donc voilà, Windows étant sur x86 depuis la nuit des temps presque, c'était plus facile pour eux de continuer à le supporter. Donc je comprends pas trop. Le Raspberry Pi 2, lui par contre, n'est pas x86. Non. Donc là, ils ont dû souffrir pour le faire, même s'ils avaient déjà fait ça sur la Surface pour le passé. Donc ils ont juste continué à supporter cette architecture. Mais donc, non, pour moi, c'est pas très compréhensible. Surtout qu'Intel n'a pas l'habitude de faire non plus des cartes moisies. Hein, donc oui, c'est ça. C'est pas la carte était complètement moisie. C'est pas tout à fait atypique. Enfin, ça ne sort pas nécessairement des sentiers battus non plus, quoi. Enfin, voilà. C'était une information. Il doit y avoir un truc particulier là derrière qui est difficile à analyser. Si vous avez de votre côté des informations par rapport à ça, aux envies, aux desiderata de Microsoft par rapport à cette carte, si vous l'utilisez, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On passe à la lettre R. R comme radar. Et je vais repasser la parole à Xavier et il va encore parler de TomTom du coup, voilà. Parce que TomTom a concurrence Coyote sur Android. Donc voilà. On parle d'application. Donc TomTom, c'est la société qui fabrique des GPS et des logiciels pour planifier les itinéraires et des montres pour le golf. Mais la société a décidé de concurrencer Coyote, qui fait une application destinée pour détecter les radars. Alors maintenant, on ne dit pas ça, on dit que c'est pour détecter les zones de danger. Ouais. Mais la grosse différence par rapport à Coyote, c'est qu'ils ont décidé de faire ça gratuitement. Alors, moi, j'utilise l'application Waze, comme tout le monde. Ça, qui est gratuite également, qui marche très bien, qui a un GPS, etc. intégré. Mais le fait que TomTom décide de faire ça pour s'attirer des nouveaux utilisateurs, je pense que c'est assez malin, puisqu'ils vont, en faisant une application gratuite, ils vont acquérir de nouveaux consommateurs et ils vont surtout avoir plus de données pour leurs clients existants qui ont des GPS et donc avoir des détections de radar plus efficaces. Donc voilà, c'est un de plus sur le marché. On revient de plus en plus à des vieilles marques, enfin vieilles, TomTom n'est pas une si vieille marque que ça, mais qui remonte un petit peu, Seb. Jean-Jean. La publicité pour Jean-Jean, tu te souviens pas? TomTom, oui. C'était Jean-Jean, oui. Mais je sais pas, est-ce que encore un de nous autour d'ici de ce podcast utilise autre chose que son smartphone ou que Waze? Non, enfin moi j'utilise Waze, mais il m'arrive aussi d'utiliser Google tout simplement. Oui, c'est ça, mais la source est la même au final. Tout à fait. Ouais. Mais disons que moi j'ai une voiture, il y a un GPS embarqué. Félicitations. Et dans ce GPS embarqué, c'est du TomTom, donc j'imagine que je suis pas le seul. Et autour il y a une voiture. Voilà. C'est un TomTom. Alors je l'utilise plus puisque j'utilise Waze, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont peut-être pas un smartphone. La batterie se vide à vitesse VV prime quand on utilise le GPS. On en a déjà discuté, mais donc voilà, c'est. Ouais, je sais tout le monde n'utilise pas Waze, je pense, malheureusement. Année par année, j'ai l'impression que les gens ont quand même plutôt tendance à abandonner ça. Même des non-geeks au bureau, personnel administratif, maintenant ils utilisent tous Waze. Alors, c'est sûr qu'ils sont autour de geeks, donc on leur dit pourquoi tu t'emmerdes, utilise Waze, c'est gratuit. Et ça fonctionne aussi offline. Je suis un peu d'accord avec Xavier aussi. C'est vrai que quand tu as une voiture de société, elle est livrée avec un GPS générique quelconque, voilà, tu l'utilises et tu l'utilises pas. Après, le désavantage, j'ai un GPS dans ma bagnole aussi, mais je l'utilise jamais. Ouais. Parce que la carte est pas à jour, parce que ça coûte cher en plus. Il donne moins d'informations que... Oui, ça coûte la peau d'effet, ça mettre à jour, parce qu'il me donne moins d'informations que Waze, parce que, etc. Là, ce que je reproche aux constructeurs, c'est un peu comme ce qu'on a sur les télés, ce que je reprochais aux télés à l'époque, c'est que tu t'achètes une voiture, tu vas rouler avec pendant 4, 5, 10 ans éventuellement, et le soft qui est dedans, t'es bloqué avec un truc sur lequel t'as aucune possibilité d'amélioration. Et aujourd'hui, moi, mon téléphone, tu vas le changer, peut-être nous, parce qu'on est geek, on va le changer tous les ans ou tous les 2 ans. Tu as des nouvelles interfaces, tu as des mises à jour, tu as des nouveaux softs. Et la seule chose que je demande à ma bagnole aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre
l'écran de mon smartphone sur ma bagnole. Ça existe, hein. Il y a des marques qui font appel à des sociétés tierces, je pense que ça s'appelle iLink, je pense, ou des choses comme ça, qui te permettent d'avoir effectivement de connecter ton Android à l'écran. Mais ça marche pas avec toutes les applications apparemment. Ça marche pas avec toutes, et en tout cas ça fonctionne normalement, officiellement ça fonctionne sur la bagnole de marque par exemple, ou sur la mienne. J'ai branché déjà mon téléphone, je n'ai jamais vu une image arriver sur ma voiture. Bon, pourtant on n'est pas les derniers des idiots en technologie, ça n'a jamais fonctionné. Ouais. Donc il y a encore du boulot là-dessus. Je pense que c'est le problème un petit peu du marché de l'automobile aussi. On va pas accabler certaines marques allemandes, mais c'est un peu, il faut mettre des trucs au catalogue, quoi. Et ça en fait partie, quoi. Parce que du coup, ça c'est des options. Et après que ça fonctionne, et combien de temps ça fonctionne, c'est plus leur problème derrière. Comme dit Seb, tu l'utilises un an, et puis après tu dois renouveler l'abonnement ou 70 faire des mises à jour, et tu payes... Une marque française, pas très loin de chez moi ici. 70 €. C'est pas cher encore. Pour changer... Pour faire, et même pas savoir s'il y a de grosses modifications dedans, c'est juste faire une mise à jour, donc voilà. Bref, on a un petit peu divergé, mais c'était intéressant d'en parler. La lettre S, on y est maintenant à la lettre S, S comme social, et S comme Seb aussi. Seb qui va nous parler de Twitter. Twitter et ses sondages, parce que S comme sondage aussi. Tu as l'air désespéré, Marc. Non, mais c'est parce que l'histoire de sondage Twitter, je trouve que c'est le truc en trop sur Twitter, mais bon. Ça sert je sais pas, j'en ai même pas encore vu, mais apparemment les gens, ça les excite. Mais moi, les sondages que je vois passer, c'est, trouvez-vous ça sympa, les sondages? Voilà, c'est ce genre de sondage-là. J'ai pas vu encore un sondage intéressant, intelligent, ou qui pouvait apporter une information intéressante. Voilà, j'ai l'impression que ça jouait, quoi. Est-ce que ce sondage est intéressant? Oui, non, mais maintenant tu pourras rajouter Obi-Wan. Parce que pour le moment t'étais limité à 2, et alors la grande nouveauté c'est que, bon alors c'est pas encore le cas chez tout le monde, pour le moment ce n'est qu'en développement, plus que 2 choix. Test chez quelques-uns, mais tu vas pouvoir avoir des sondages avec plus que 2 réponses. La révolution. C'est une révolution, ça. C'est pas mal. C'est quand même pas mal, non? C'est un petit plus. Et tu pourras même avoir des sondages de plus que 24 heures. C'est pas encore une révolution, ça? Ah, c'est pas mal. Okay. Non, mais c'est bien d'essayer, je pense que voilà, mais après ça pollue. Ils vont devenir rentables. Ça pollue un peu les fils de discussion, et voilà, c'est un petit peu ça que je reproche à ce type d'application. Il ferait bien de l'essayer peut-être sur des échantillons plus petits d'utilisateurs avant de les lâcher dans la nature. Moi personnellement, je l'ai jamais utilisé, j'ai pas l'intention de le faire, j'ai personne à sonder. mais c'est vrai que bon, plus de choix, avoir un multi-choix plus intéressant, ça va peut-être être plus rigolo. Enfin, il y a peut-être des choses à faire. Effectivement, ça t'embête, mais en attendant, le fait d'avoir changé, on en avait parlé il y a il faut évoluer, je sais plus, d'avoir changé leur étoile en petit cœur, ouais, c'est pas mal. Et ce genre de truc, ils ont quand même réussi à augmenter de plus de 12% le nombre de gens qui interagissent avec le tweet. J'avais dit moi-même que je l'utilisais plus depuis que c'était devenu un petit cœur, c'est bizarre. Et c'est la même chose, mais ça fonctionne mieux, et les gens réagissent mieux d'un point de vue global. Donc il faut croire que peut-être même que cette fonctionnalité a l'air couillonne, hein. C'est vrai qu'elle est couillonne, on fait des sondages depuis 20 ans sur le web, presque, hein, sondages qui n'ont jamais de valeur scientifique non plus, il faut le reconnaître. Voilà, bien sûr, mais en attendant, pour le moment, ils sont en train de remonter un petit peu la pente, donc on regarde. Bon, on garde ça à l'œil, t'as raison, ne critiquons pas trop vite, et attendons de voir. Je te laisse la parole, c'est pour parler de... Oh, tiens, voilà, il donne un bâton pour se faire battre. Google+. Google+, ça rouvre. Et là, j'ai fait rouvrir ce truc, j'ai vu la news ce matin, je me dis non, si. Ben, Google+, ils ont fait un lifting. Je sais pas si tu as été le voir. Non, pas encore. Honnêtement, c'est cool. J'ai vu les designs tels que je vous les montre pour l'instant à l'image si vous regardez la vidéo. C'est plutôt joli, hein. Enfin, il faut reconnaître que c'est très lisible. Moi, je trouve ça beaucoup plus agréable que Facebook, hein, oui, tout à fait. Mais bon, chez Google, ils n'ont pas de daltonien, hein, donc c'est ça aussi la différence. Non, mais c'est joli. Maintenant, au niveau fonctionnalité, j'ai pas été creusé en ce qui me concerne. Je sais pas toi, Seb. Non, j'ai regardé une dizaine de minutes, et au niveau fonctionnalité, ils ont plus ou moins gardé la même chose que ce qu'il y avait avant. Enfin, tu vois, les posts sont les mêmes avec les +1, le partage, etc. C'est vrai qu'au plus je regarde le réseau Google+, au plus je vois une interface qui franchement elle est 100 fois plus léchée que ce que Facebook ne fait, et pourtant tout est là,
les applications mobiles, les trucs sur tablette, tout est vachement plus beau et je ne comprends toujours pas pourquoi on n'arrive pas à faire tourner mieux ce réseau ou pourquoi on n'arrive pas à avoir une interface sexy sur Facebook, parce que Facebook me fait vomir à chaque fois, un niveau interface à chaque fois que je regarde le truc. Et donc voilà, je suis désespéré et honnêtement, allez jeter un œil, le truc est beau, j'arrive pas à l'utiliser mais le truc est beau. Oui, c'est joli, c'est agréable, c'est souvent... Mais les gens sont pas là. Pertinent. Quand ils sont là, c'est pertinent. Il y a des groupes, je sais plus comment on appelle ça dans communautés. Des communautés, c'est communautés, et les communautés sont très pertinentes, il y a des choses très intéressantes. On a des auditeurs qui ne jurent que par Google+, hein, et qui partagent ce podcast sur Google+, et qui ne sont jamais sur d'autres réseaux, en tout cas ils ne le disent pas. Et donc on les remercie d'ailleurs parce que ça permet de faire vivre ce podcast, parce qu'on est un peu fainéant, il faut bien le dire pour le coup, ça permet de faire vivre ce podcast sur ce réseau social qui est Google+, et qui est un petit peu malheureusement déserté par bon nombre de gens. Bon, je suis moi-même un peu critique de temps en temps, mais je dois reconnaître que moi j'ai passé de bons moments, mais c'est peut-être le réseau en trop en fait. C'est purement matériel, c'est qu'à un moment donné, t'es un peu sur Twitter, t'es un peu sur Facebook, un troisième, c'est un peu un truc en plus quoi. J'ai l'impression que c'est aussi le fait que dans Google+, j'ai l'impression que les gens peuvent beaucoup plus facilement gérer la confidentialité et du coup, le partage d'informations se fait beaucoup moins. Et donc, il y a moins de contenu au départ aussi, et je pense que c'est aussi pour ça que sur le mode de fonctionnement il y a eu des errances et des petites erreurs de départ qui ont fait aussi que c'était peut-être un peu contraignant, il fallait s'inscrire, machin, etc. Tout l'écosystème Google était lié à Google+, à un moment donné, hein. Je sais pas si vous c'était la porte d'entrée du truc, et c'était très contraignant, d'autant que les autres applications, type YouTube par exemple, n'ont pas nécessairement suivi à la même vitesse. Donc c'était un peu compliqué à un moment. On a eu l'impression d'être un petit peu trop forcé à l'utiliser. Voilà. Peut-être que les gens ont râlé là-dessus. Mais quand tu vas voir les communautés, moi, je sais pas où il a trouvé les informations de pourquoi ça m'intéresse, mais quand il me propose Arduino 84 000 membres, XBMC 26 000 membres, Raspberry Pi 37 000, AdBlock 92 000, et donc il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent qui discutent sur ces communautés. Donc, je sais pas, peut-être il faut l'a trop vite. C'est ça. Il faudrait lui redonner sa chance. En fait, on va lancer un mouvement. Hein, relançons-nous sur Google+. Hein, à partir d'aujourd'hui, on consacrera tous les jours un peu de temps à Google+. Non, mais ne ris pas, Xavier. Je ne ris pas. Avec ta voiture et ton TomTom. tu vas toi aussi te connecter. Sauvons Google+. On va faire un hashtag. Voilà, on va faire un hashtag. Sur Twitter. Je suis Google+. Voilà un peu l'idée du truc. Allez, on passe à la suite. S comme social, c'est toujours cette lettre qui nous occupe. Xavier, on va parler de l'autre réseau. Après Twitter, Google+, on va parler évidemment de Facebook. Voilà, alors que ma femme ne se fâche pas, ça ne la concerne pas. Non. Facebook va vous permettre de cacher votre ex. Donc en gros, si vous décidez de changer de statut... Donc, si vous décidez de changer votre statut de relation, donc vous passez tout d'un coup de en couple à célibataire, eh bien, à partir d'aujourd'hui, Facebook va vous faciliter un petit peu la vie, parce que comme vous le savez, si vous êtes en couple et que vous passez en célibataire, mais vous allez peut-être continuer à voir des photos où vous étiez tagué en couple, vous allez peut-être encore voir le nom de votre ex en suggestion quand vous décidez de faire un post, et vous n'avez peut-être pas forcément envie de voir la nouvelle vie de votre ex-compagnon avec son nouveau chéri qui se promène sur les photos. Donc le Facebook va maintenant pouvoir vous proposer de limiter le contenu qui est posté par votre ex. Il va également vous permettre de décider de poster, que votre ex voit moins de contenu que vous postez, et il va aussi vous permettre de limiter le contenu visible par tout le monde et qui concerne votre vie passée en tant que couple. D'accord. Donc voilà, c'est un petit pas en avant pour la confidentialité, mais je pense aussi que c'est un moyen pour Facebook d'éviter que les gens quittent temporairement Facebook parce qu'ils n'ont plus envie de voir défiler tout un tas d'informations quand ils sont un peu peut-être trop en profondeur leurs paramètres de sécurité ou autres, ou changent de nom ou de sexe ou que sais-je. Et c'est disponible à partir d'aujourd'hui sur les mobiles uniquement. D'accord. Je voyais Seb lever le pouce, non
Non. Non. Je cliquais, je cherchais, je me documentais. Tu te documentais. Juste un bref, parce qu'on avait dit qu'on n'en parlerait pas, mais c'est quand même important de le signaler. C'est l'application Facebook qui permet de dire quand on est bien, quand on n'a pas de problème, machin, etc. Oui. C'est un vrai succès. Moi, j'ai trouvé que c'était très bien vu de le placer à ce moment-là. Le timing était parfait. Mais comme je l'ai lu, je pense que c'est dans Sled, il faudrait retrouver la source exactement. Ça leur confère du coup une responsabilité énorme à partir de ce moment-là, de pouvoir, parce que du coup, quelqu'un qui ne serait pas du tout dans la zone ne va pas dire qu'il est bien, et donc ça peut inquiéter aussi les gens. Donc il rentre comme ça, il y a tout un article, c'est très bien écrit, très complet, l'explication est très complète, où effectivement on donne là une responsabilité, ou en tout cas Facebook plutôt prend une responsabilité qui est quand même énorme. Ceci étant dit, l'application elle est géniale, et très honnêtement, j'ai vu quelques contacts parisiens qui ont utilisé l'application, et sur le coup ça fait quand même chaud au cœur. Voilà. Ouais, c'est pas le seul problème de responsabilité, ils en ont un autre, c'est de savoir si oui ou non ils déclenchent l'application. C'est ça, oui. Ils ont dit qu'ils le déclencheraient plus souvent, hein, qu'ils l'utiliseraient plus souvent. Je pense que la première fois c'était sur un tremblement de terre, mais je ne sais plus où exactement. C'est normalement fait pour d'autres circonstances en fait, parce qu'on ne pense pas nécessairement toujours à ce type de circonstances extrêmes. Mais je trouve ça pas mal, moi, que la technologie prenne le pas sur ce que l'État ne sait pas organiser. Oui, c'est un peu ça l'idée. Final, c'est ça, hein. Oui, c'est un peu ça l'idée. Mais bon, voilà, il fallait que Facebook le fasse, parce qu'il y a que Facebook qui va pouvoir le faire, parce que sur Google+, par exemple, voilà. Mais ça permet aussi parfois d'éviter les réseaux saturés de effectivement, oui, tout à fait. Pour peu qu'on ait du data et du Wi-Fi. Enfin oui, non, t'as raison. C'est une option supplémentaire. Bon, allez, on va être un petit peu plus léger pour terminer ce 55e épisode avec la lettre W, avec l'autre il fait mais il n'a pas contribué à la lettre W. Non, mais je me réjouis déjà d'entendre de parler de ça. Le what the fuck de la semaine, double. On commence, Seb, avec un robot, mais un robot un petit peu particulier, c'est ça Alors, c'est un article social de chez TechCrunch dont le titre a évidemment attiré mon œil, Inside Robot. Qu'est-ce qu'il vient me faire lui avec son robot, saligo? Et donc, évidemment, j'ai commencé à le lire. Et non, nous n'allons pas coucher avec un robot, pas ce soir en tout cas. Mais l'article était extrêmement intéressant sur la questionnement de à partir d'où est-ce qu'on va commencer à tromper quelqu'un et jusqu'où va aller la technologie. Est-ce qu'on couche avec un robot, oui ou non? Alors tu te dis, attends, le mec il est en science-fiction et tout le bazar. Et c'est là qu'il étaye son article avec non les gars, on n'est pas dans la science-fiction. Allez voir sur un site de cul, Flirt for Free, machin brol. Donc il dit, voilà, je cite le site, allez jeter un œil. Et là, vous allez voir ce que vous trouvez sur plein de sites de cul, des filles à poil derrière des webcams. Bon, jusque-là, on a tous déjà vu au moins ça une fois dans sa vie, une fille à poil. Et des webcams. Hein, donc jusque-là, on comprend. Et sauf que le site en question, ils ont rajouté une petite composante technologique qui est un truc qui s'appelle le Pearls. Voilà, en gros. Donc, c'est un bras articulé avec un geode au bout, hein, en gros, si j'ai bien compris, parce que j'ai pas poussé le vice à aller voir sur le site, mais je vous assure que j'ai jeté un œil un jour. Et donc, quand tu discutes avec la petite dame, donc là, tu dois commencer à payer, donc vous comprenez pourquoi j'ai pas été plus loin. Ouais. Et tu peux commencer à jouer toi-même avec ce petit bras toi-même. Donc, tu as une relation avec ta souris. Ouais. Qui a, après, via Internet, une relation avec la dame. C'est bien. Donc dit, voilà, mais premier chaînon, c'est quand même une relation avec ta souris. Ah bah oui. C'est quand même glauque. C'est glauque, mais c'est la première étape dans le fait de, toi, avoir une interaction avec une machine qui, au final, à des milliers de kilomètres de là, donne une interaction avec une personne qui donne... Bon, évidemment, c'est simulé parce qu'ici, on est simulé. C'est quelqu'un que tu payes pour ça. Donc, tu donnes du plaisir d'une certaine manière, mais c'est une première étape. Il dit, voilà, il y a des outils qui commencent à se préparer, des trucs qui commencent à se vendre pour pouvoir le faire à distance, assez bizarrement. Et il y a des trucs publics. Hein. Faites plaisir. Faites plaisir.
Quoi? Non, faites plaisir, même à distance. Non, mais le problème, c'est qu'il y a pas de relation. Enfin, il y a rien de sensoriel. Il y a pas de retour de force dans la souris. Enfin, il y a rien de sensoriel. Il y a pas d'échange. Justement. Il y a pas d'échange de fluide non plus. Justement. Reprenons l'éjaculateur vert. Il y avait des retours de force. Donc, t'es pas à l'abri que d'ici 1 an ou 2, tu puisses commencer à avoir ce genre, effectivement, d'appareils qui, d'une manière ou d'une autre, te permettent d'avoir une interaction. Alors c'est machine d'un côté, machine de l'autre, mais il y a 5 ans, on était en train de rigoler, on disait non, c'est comme avec les 3 coquillages, mais on n'est plus dans la science-fiction. Maintenant, les 3 coquillages, c'est pour demain. Tu vois, et c'est même pour aujourd'hui. Le truc en question, il y a un truc, le Kirou, je sais pas quoi, c'est une société, mais là, qui vend ce genre de truc pour $369. Donc ça existe, ça commence à exister. Ok, bon. C'est bizarre. Hein. Ça reste bizarre. C'est encore bizarre, et je me demande comment est-ce qu'effectivement, après, socialement, ça va être intégré. Parce que, chérie, je t'ai trompé avec ma souris et j'ai couché avec la voisine. Est-ce que c'est trompé? Bouger la souris n'est pas trompé. Tu vois? Tripoter la souris n'est pas trompé. Avec un trackpad, ça marche aussi. Enfin bref. Tu voulais rajouter un truc, Xavier? Non, pas non, c'est bon. Je pense qu'on a fait le tour de cette question-là, en tout cas. Mais on avait dit qu'il y en avait 2 à la lettre W, et le second, c'est aussi Seb qui s'y colle. Bah oui, écoute. Vas-y. Alors, on n'en a pas parlé parce qu'on n'est pas des gamers dans l'âme, mais la semaine passée, il y avait une sortie extrêmement importante qui était Fallout 4. Fallout 4, ouais. Voilà. Et donc voilà, on n'a pas, enfin personnellement j'ai pas joué, donc j'ai vu des vidéos, je trouve ça très sympathique, etc. Mais il faut savoir que, et alors il y a une société qui a réagi à la sortie de Fallout 4, qui dit c'est génial, il y a eu une sortie, c'est un jeu génial, tout le monde est en train de jouer avec, mais il y a un petit problème, c'est que du coup au moment de la sortie, qui était le jeudi je pense, un truc comme ça, le 10 novembre, jeudi, entre 3 et 6 heures, les gens ont commencé à jouer, et donc nous avons eu une grosse baisse de fréquentation. Tout le monde joue, plus personne ne regarde les vidéos de cul, et c'était Pornhub qui a dit voilà, le jour de la sortie, j'ai un pic. C'est ça, quoi. C'est un peu comme le blackout à New York dans les années 60. Là, il y a eu un blackout sur les serveurs mais parce qu'il y a eu des tournements. Voilà, tout le monde a été joué, plus personne n'a été branlé, hein, en gros. Voilà. On va encore avoir des ennuis, je le sens. Non, mais voilà, comme quoi, hein, on peut dévier. Ça peut, voilà, c'est quand même un marché fragile. Le jeu vidéo. Je pense qu'on a bien fait le tour de la question sur ce numéro 55, qui était un petit peu en termes d'actualité plus rikiki, mais on vous a expliqué pourquoi et vous comprenez pourquoi. On en est certain. On a un hors-série qui s'en vient dans pas longtemps concernant le logiciel libre, parce que vous le savez, on a entamé avec Sébastien justement une série concernant une sélection de logiciels libres. Ça s'en vient très prochainement, et dans une grosse semaine, on parlera donc de réseau Wi-Fi à la demande de Primo. C'est ça, qui nous a envoyé un message. Ça peut arriver, c'est la première fois qu'on le fait comme ça, qu'on sorte un hors-série uniquement pour répondre à un auditeur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas un seul instant à venir nous les poser. On ne fera peut-être pas un hors-série à chaque coup, on y répondra peut-être aussi en ligne, on regarde cette vidéo de ce son dans ce blog ou dans ce site informaticien.be. Quoi qu'il, on essaie toujours de vous répondre dans des délais raisonnables. Merci beaucoup Xavier d'être venu une fois de plus. On se retrouve très bientôt, je pense. Non, je sais plus. Pas la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine, mais très bientôt. Donc, merci également à Sébastien. À la semaine prochaine, je sais plus maintenant. Je sais plus. Enfin bref, voilà. Ils reviendront bien un moment ou un autre. Il n'y a pas de souci. À très bientôt. Au revoir.